Amis auditeurs de Radio M, bonjour, très heureux de vous accueillir dans Accès Libre en ce 22 septembre. 22 septembre, on approche du mois d'octobre et quand on approche du mois d'octobre et qu'on a Asdin Gerfi avec nous, c'est qu'on va parler du marathon de Madrasan. Asdin Gerfi, marhaba bik. Merci Hassan pour l'invitation et je remercie aussi Radio M, notre partenaire traditionnel. Oui, alors on vous a accompagné avec la marque Maghreb Émergent pendant de longues années. C'est la 12e édition, c'est un bout de chemin déjà. Eh ben, 12e édition, on a commencé petit en 2010 déjà. Mine de rien, ça fait 12 ans qu'on essaye de maintenir ce marathon annuellement, sauf l'année du Covid, bien sûr. La situation sanitaire ne nous a pas permis de l'organiser, mais on y tient beaucoup à promouvoir ce monument qui est le tombeau de Madrasan. Oui, parce que pour ceux de nos amis auditeurs qui ne le savent pas, le marathon de Madrasan est organisé par l'association des amis de Madrasan et c'est un événement en réalité sportif et culturel parce qu'il tourne autour du tombeau numide de Madrasan dont on aura l'occasion de parler en deuxième moitié d'émission. Mais tout d'abord, place à l'événement du 1er octobre, c'est tout près. Tout près, c'est bientôt. C'est tout près. Maintenant, l'annonce a été faite à peu près, ça fait 2-3 semaines. Parce que c'est quand même toujours difficile d'organiser un événement de cette ampleur. Parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est que ça fait 1500 coureurs, ça fait peut-être 2 à 3 000 personnes qui seront autour de ce monument. Il y a 350 à 400 volontaires tout autour de cette course pour le ravitaillement, pour la sécurité, pour des agents, les services d'autres. Il y a toute la wilaya de Batna qui est mobilisée pour l'organisation de cet événement et beaucoup de bénévoles. Alors, c'est un événement qui nous prend beaucoup de temps pour son organisation et on y tient beaucoup parce que cet événement nous permet à chaque année de faire le point sur le tombeau de Madrasan. Et ça fait 10 ans, on va en parler après, sur les résultats, où on est arrivé pour la valorisation et la sauvegarde de ce tombeau. Alors, pour avoir fréquenté de manière relativement assidue, je crois que j'ai raté une seule édition, c'est celle de décembre dernier. Oui. C'était possible de courir à Patna en décembre? On a eu de la chance. La veille, il a fait presque moins 5 degrés. Et le lendemain, on était à 9-10 degrés. C'est top pour un marathon. Voilà, c'est une température idéale. On va reparler de la programmation et du calendrier des courses de ce demi-fond en Algérie parce qu'il y a une petite problématique qu'on évoquera dans un moment. Mais tout d'abord, je voulais m'intéresser aux conditions d'organisation. Vous êtes quand même, c'est l'association qui porte l'initiative de cet événement, de ce bel événement. On a un peu aussi à Bdjaïa, avec le semi-marathon de Bdjaïa, aussi une association qui développe cet événement. On a d'autres événements, l'Asbak à Bouchaoui, qui fait dans le même créneau. Vous, c'est quand même un événement qui est inscrit au calendrier international. Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que l'écosystème des entreprises dans la wilaya de Batna, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, le monument de Madrasan se trouve dans la wilaya de Batna. Oui. Est-ce que vous avez été aidé suffisamment par le passé et est-ce qu'aujourd'hui, après la crise du Covid, la crise économique, est-ce que l'environnement des entreprises est toujours là? Vous savez, au début c'était les membres de l'association qui portaient ce monument, c'est-à-dire cet événement. Et on a eu la chance d'avoir parmi nous des éditeurs, des industriels, des agriculteurs qui ont porté ce monument durant presque 8-9 ans. Et puis, depuis le Covid, vous savez, la conjoncture économique ne favorise pas maintenant actuellement c'est-à-dire à trouver des sponsors, des partenaires, surtout financiers. Et là, on est en train de jongler chaque année, maintenant ça fait la 3e édition, entre des subventions publiques et bien sûr quelques apports, même modestes, des amis des Madrasines et aussi de citoyens de toute l'Algérie qui nous aident des fois à financer une partie de cet événement. Vous n'arrivez pas à vous financer sur les frais d'inscription parce qu'ailleurs dans le monde, tout le monde ne le sait pas, mais
Azdin Gelfi est un grand marathonien, il a couru un peu partout dans le monde et il faut payer cher pour participer à un marathon. Vous ne vous faites pas payer beaucoup. Vous savez, le marathon de Paris, il est autour de 100 euros. C'est ce que j'appelle cher. Cher, oui. Et nous, le dossard coûte 1000 euros. Pardon, 1000 dinars. Et 1000 dinars, rien. Le coureur qui vient participer, il va avoir le ravitaillement gratuit, un t-shirt souvenir gratuit, une médaille gratuite. Alors tout ça, ça a un coût. On ne peut pas ramener les gens courir. On veut que les gens partent avec quelque chose. Et surtout partent avec un t-shirt portant le monument. Et c'est ça l'importance pour nous. Dire voilà, que ce monument est très important. Et ça nous a permis... 1000 dinars, vous n'aurez pas discuté pour éventuellement majorer un petit peu? Vous savez, avant cette édition, 1000 dinars, on hébergeait jusqu'à 800 personnes dans les internats de lycée. Et on prend même en charge la restauration et aussi le transport de Batna jusqu'au monument et aller-retour. Alors tout ça, c'était pour 1000 dinars. Cette année, malheureusement, on ne peut pas financer ni l'hébergement ni la restauration. On n'a pas les moyens d'une part. Et deuxièmement, les structures d'hébergement ne sont pas en normes. On ne peut pas ramener des athlètes et les héberger dans des lieux qui ne sont pas appropriés à l'hébergement. Surtout à la veille d'une longue course pour ceux qui font le marathon. Il faut peut-être rappeler, pour l'occasion, qu'il n'y a pas que le marathon, il y a un semi. Alors il y a pas que le marathon, il y a 3 courses au programme. L'année passée, on a commencé à faire un relais marathon. Ça veut dire 2 relayeurs, chacun va courir un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km 100. Et il va passer le relais à son partenaire qui va continuer. Alors le premier va faire jusqu'à El Mader, enfin à 4-5 km, et le deuxième va continuer jusqu'à marathon. Et même ces 2 relayeurs vont avoir une médaille. Et l'idée, c'est quoi? C'est que faire augmenter les personnes sur les distances pour qu'on ait le maximum de personnes à l'arrivée du Madrassen. Et c'est ça l'idée. Et maintenant, on arrive avec ce semi et on espère beaucoup, ça a beaucoup plu, l'idée a beaucoup plu. Et les gens peuvent se permettre à courir soit le marathon, soit le semi-marathon. Et on arrive à avoir des chronos corrects, c'est-à-dire dans des courses, comment on appelle ça, aux normes. Voilà. Un semi-marathon, c'est 21,100 km. Voilà. Donc on a le marathon, le semi, le marathon en relais et on a le 13 km. Voilà, la rivière Vijdis qui est à 13 km. Mais c'est une bonne course parce que les gens vont profiter un peu de l'ambiance de départ. Ils vont profiter quand même d'une grande partie dans la ville de Batna. L'ambiance de départ et la traversée de la ville de Batna, c'est très sympathique. De Batna, effectivement, c'est très sympathique. Le matin, il fait encore frais. Pour ceux qui devaient faire le marathon, il fait encore très bon. Et la population est là. Elle est présente. Non, elle est présente même sur la route, parce que Vijdis, c'est disons à 13 km de Batna, à 10 km de Batna. Il y a encore du public, c'est un village. Absolument. Voilà. Mais les 2 arrivées, là, on est un petit peu isolé. Il faut partir jusqu'au Madrassen pour qu'on puisse vraiment trouver un public. Alors, malheureusement, pour des considérations budgétaires qu'on peut comprendre, plus d'hébergement et plus de restauration, est-ce que ça a eu une incidence sur le rythme des inscriptions? On imagine que oui, quand même. Oui, j'imagine, mais pas très important. Moi, à mon avis, on a vu les courses de Bjaya, où il y a maintenant une nouvelle course à Oran, ce que fait l'Asbac, etc. Mais on pense peut-être maintenir au moins 80% des chiffres de l'année passée. On était à peu près à 1300, et déjà les inscriptions, on est à plus de 600 déjà, à 10 jours avant le marathon. On espère avoir peut-être dépassé le cap de 1000. Et c'est déjà important pour nous. 1000 coureurs au départ, c'est déjà important. Alors, il y a justement une des problématiques qui se pose en ce moment, c'est le calendrier des courses en Algérie. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont en train de se concentrer un peu sur le mois d'octobre. Il y a notamment le semi-marathon de Bjaya qui s'est délocalisé sur octobre.
il y a le calendrier de l'ASBAC il y a un semi-marathon, donc le 26 de l'ASBAC, il y a puis le triathlon le 7. Le 7, oui. C'est un peu la même population que ça cible, donc c'est dommage. Oui, oui. Moi, je crois que le problème, il y a un problème de communication entre les organisateurs de cet événement. Moi, je crois qu'il y a deux événements importants, c'est le Madrassen et Bjaya. Bjaya était, je crois, au mois de mai, c'était le 1er mai. Et puis l'arrivée du Ramadan, ils étaient obligés de décaler cet événement. Et on aurait aimé, peut-être il aurait pu faire en avril ou en mars, parce que la région s'y prête quand même. Il ne fait pas très chaud dans cette région en mars et en avril. Mais malheureusement, ils sont venus en octobre. Mais le marathon des Madrassen, ça fait maintenant plus de 10 ans, on a fixé que c'était le premier samedi du mois d'octobre. Et tout le monde connaît cette date, sauf l'année passée, on était obligé, pour des raisons bien sûr sanitaires, de le décaler au mois de décembre, parce qu'on n'avait pas l'autorisation de le faire au mois d'octobre, parce que la situation épidémique était un peu critique. En fait, on est venu sur votre territoire, c'est vous qui êtes déjà voilà, installé en octobre. Et nos amis de l'ASBAC, ils font d'excellentes choses, j'adore ce qu'ils font, et je les encourage. Mais l'idée, moi je crois, un triathlon, on aurait pu le faire en début septembre. Ça, il y a les vacances, il y a la population, mais courir, c'est important qu'il y ait des spectateurs dans les plages pour voir qu'est-ce que c'est, pour ramener les gens à participer à cette discipline. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Souvent, c'est des problèmes d'autorisation, c'est pas les organisateurs qui sont en faute. Non, mais ce qu'on souhaite, parce que moi, je souhaite participer à un triathlon. Mais c'est extra, la température de l'eau. Je te raconterai comment ça se passe. La température de l'eau, elle est extra. Les conditions sont très très bien au mois de septembre. Maintenant, pourquoi un semi une semaine avant si ça a été à 2 semaines, j'aurais compris. Ils disent oui, on fait un semi à 2 semaines pour préparer le marathon de Madrassen. Mais là, faire un semi avant le marathon international, moi je crois que c'est la même population et on va être pénalisé. Une grande partie de ceux qui ont participé ne peuvent pas participer au marathon. Oui. Alors, on a tout bien compris, les amis de Madrassen, de l'association, dont Asdi Gerfi et le président, c'est quand même, ça se passe autour du monument. Or, il s'est passé quelque chose ces derniers mois. Le monument a été menacé par le passage d'une route, par un projet de dédoublement de la voie qui passe à côté. Il y a une route qui passe à côté. Et ça a engagé un bras de fer. Qu'est-ce qu'il en est ? Vous savez, quand on parle de route, c'est quelque chose. Mais quand on parle d'une pénétrante autoroute, pour l'autoroute Est-Ouest, qui va de Tbessa à Khenchla, en passant par Batna pour regagner l'autoroute Est-Ouest, c'est un flux très très important. Alors c'est presque 3 voies, 2 voies avec une bande. Alors c'est énorme, c'est-à-dire sur le flux qui va être... Et le problème, c'est que le tracé a été fait sur l'ancienne route qui existe, qui passe par le Madrassen. Alors vous imaginez déjà la route, on était à 100 mètres, et déjà c'est un danger. Le dédoublement de la voie, alors on va se rapprocher du tombeau, d'une part, et deuxièmement, c'est le flux. On va multiplier par 10 le nombre de poids lourds, et les gens ne se rendent pas compte, en plus de la pollution, bien sûr, des gaz, etc., qui peuvent polluer, bien sûr, le monument, il y a les vibrations des camions. Mais ça aurait été vraiment terrible. Si la route a eu lieu, effectivement, il y a eu une mobilisation de l'association et de toute la population, bien sûr, de Batna et aussi des associations des villages. Et on a tiré la sonnette d'alarme. C'est pas possible qu'on arrive à faire des doublements de la voie. Et puis le ministère, on a sollicité bien sûr le ministère de la Culture et surtout le CNRA. Moi je crois qu'ils étaient très très courageux, qui ont pris leurs responsabilités. On a pu surtout détourner cette route presque à 400 mètres du Madrassen. Et cette route, elle arrive à 400 mètres, elle est détournée encore à 400 mètres. Et moi je crois que c'est une très grande victoire, pas de notre association, de toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette route. Avec une mention spéciale peut-être pour le CNRA, on peut dire ce que c'est le CNRA ? Le CNRA, c'est le Centre national de recherche en archéologie.
Donc Voilà. c'est quand même la responsabilité de dire si c'est possible ou pas de passer auprès d'un site archéologique aussi près d'un site qui est aussi un monument. Mais la loi est très claire. La loi est très claire, mais pour des considérations économiques, c'est ça le drame, c'est qu'ils auraient pu faire la route plus loin. Mais considérations économiques, pour éviter, ils vont dédoubler la voie, parce qu'il y a une voie qui existe. Et moi, je crois que nos amis de la culture, que ce soit la direction du patrimoine, que ce soit CNRA, étaient très courageux, et ils étaient fermes, et bien sûr, la population aussi était ferme et mobilisée. Il ne faut pas oublier que les autorités, bien sûr, ont été sensibles, et ils ont pu trouver une solution pour détourner cette route à 300 mètres. Et ça aurait pu être vraiment une catastrophe pour le monument si cette route a été maintenue. Voilà. Et là, je crois que ça, c'est une très grande victoire de ceux qui s'occupent, qui s'intéressent aux madrasins d'une manière générale, que ce soit notre association ou d'autres associations, et même les athlètes qui viennent chaque année participer. Parce que si cette route a eu lieu, on ne peut plus courir. On ne peut pas courir dans une autoroute. Mais j'allais poser justement cette question-là. Oui, la route, elle est barrée carrément. Elle est barrée. Mais il n'y a pas quand même un tronçon sur lequel il y a plus de... On est obligé d'être sur l'autoroute? Non, mais très très peu. Très très peu, mais on peut courir à côté. C'est-à-dire on peut courir à côté de cette route. En venant par l'ouest, comme c'est le Alors cas maintenant, en ce moment oui, par l'ouest, maintenant, par le bas, on remonte le Madras. Voilà. Et il y a un petit tronçon de 5 km à peu près, mais on peut courir à côté pour éviter cette route. Voilà. Et moi, je crois que c'est un acquis. Moi, je crois que ça, c'est un acquis pour le monument, le fait d'avoir cette route. Et ça va être un petit peu le périmètre de sécurisation du tombeau. Azden Gelfi, comment ça se fait qu'on ait pu envisager de passer aussi près du monument le plus représentatif de la culture numide, de notre patrimoine qu'est-ce qui se passe? Le monument, il est quand même dessiné sur un billet de banque. On n'a pas l'air de comprendre que c'est vital, important. Vous savez... Parce qu'en fait, c'est ça qui est perturbant. Qu'on ait envisagé de faire passer une route aussi près, une autoroute aussi près. Non, c'est terrible. C'est-à-dire, il y a de l'inconscience d'une part, moi, à mon avis... pas des autorités, ceux qui sont censés protéger ce monument. À mon avis, c'est qui? Il y a bien sûr le ministère de la Culture et sa direction de la wilaya de Batna. Voilà. Et la direction de Batna n'a pas, la direction de la culture de la wilaya de Batna n'a pas su défendre ce monument. Parce que nous étions, quand on a entendu parler de ce projet de route, on est parti les voir et on a expliqué. Et on était d'accord, ils disent oui, on va décaler cette route, etc. Et puis il y avait un problème administratif, on n'a rien reçu du ministère, etc. Et c'est parti de droite-gauche jusqu'à que, au niveau de la wilaya, ils ont décidé du dédoublement de cette voie. Voilà. Et heureusement que la ministre de la Culture a été sur place. Elle a été sensible à nos arguments, aux arguments bien sûr de ses cadres, et bien sûr... Au veto du CNRA. Et au veto du CNRA. que nous remercions Madame Soltani, la directrice du CNRA, bien sûr, pour son courage. Alors, on a bien compris que c'était un vrai enjeu. Je crois que l'une des dernières fois, on avait discuté du marathon, et évidemment de l'environnement culturel du marathon, qui est toujours la sauvegarde du monument et sa promotion. Oui. Il était question de ce fameux projet de restauration. Vous en êtes où avec le projet de restauration? Vous savez, après des échecs, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a plusieurs tentatives de restauration de ce monument. La première dans les années 70, et heureusement qu'a été faite par le couple Donati, c'est des Italiens, des archéologues italiens. C'est eux qui ont pu maintenir la structure du monument dans les années 70. Il y a eu aussi des restaurations un petit peu qui ont été faites n'importe comment, parce qu'avant, les monuments ne dépendaient pas du ministère, dépendaient de la wilaya. Et voilà, et on donne à des entrepreneurs à la restauration de monuments. Heureusement que ça, de l'époque de notre ami Khalida Toumi, elle a mis sous sa tutelle tous les monuments, et c'est ça, c'était l'une des décisions la plus importante pour la sauvegarde de ces monuments, parce qu'avant, au niveau de la wilaya, on peut engager la restauration d'un monument, n'importe qui peut faire n'importe quoi.
Et il y a eu une troisième tentative, bien sûr, c'était dans le cadre de l'Union européenne, qui était un budget conséquent. Et malheureusement, le choix du bureau, qui a été fait, bien sûr, par les responsables de la culture de l'époque, n'était pas convaincant. Et on a perdu vraiment... On parle du bureau d'études. Hein. Oui. Du bureau d'études, qui était Louis Berger. Et l'étude n'était pas... c'est-à-dire aux attentes un petit peu de ce qu'attendait c'est-à-dire l'autorité par rapport à ce monument. Et on a perdu le budget Eh ben, on a perdu un grand budget, voilà. On a perdu un budget, et parce qu'il y avait une rallonge avec l'Union européenne pour la restauration. Il y avait l'étude et la restauration, et malheureusement, l'étude n'a pas été validée et la rallonge n'a pas été faite. Alors, suite à ça, il y a... on ne peut pas rester les mains croisées. L'association a contacté, bien sûr, des membres de l'association, dont on a des experts qui sont parmi nous, et on a formé les meilleurs experts d'Algérie sur le monument, et on a présenté un nouveau projet qui s'appelle le Préti. Ce monument, ce projet a été présenté et a été validé par le ministère de la Culture de l'époque et aussi par le gouvernement qui était à l'époque de Jalad, Aziz Jalad. Et il a été doté officiellement d'un budget de 150 millions de dinars, c'est-à-dire 15 milliards. Et on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé avec ces experts. On a présenté aussi... Vous êtes dans la phase étude. Hein? Vous avez repris la phase étude. On a travaillé l'étude, c'est-à-dire maintenant, il y a un budget maintenant, comment on va s'organiser pour ne pas faire les erreurs parce que ce qui s'est passé, pourquoi? Il y a l'Union européenne, il y a eu un échec, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de gestion, beaucoup plus, de manager, tu vois, parce que si ça ne marche pas, parce qu'il y a un problème. Alors, on a bien étudié et on a prévu un nouveau concept de gestion d'un projet de cette ampleur qui a été présenté par l'association. Ça a été validé avec un organigramme qui comprend un conseil scientifique et aussi un comité de pilotage et un comité opérationnel. Et dans chaque comité, bien sûr, où il y a bien sûr, à chaque fois, il y a un membre de l'association et les structures de l'État. Dans la ministère de la Culture, la direction de la culture de Batna, des experts. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a que le conseil scientifique qui a été nommé officiellement par l'ex-ministre. Et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à avancer parce qu'on nous dit que cette méthode, c'est-à-dire cette nouvelle gestion de projet n'est pas conforme bien sûr aux lois, etc. Voilà un petit peu, c'est innovant. C'est innovant. Il y a une combinaison entre société civile et État. Et donc, dès qu'il y a un peu d'autonomie comme ça, le ministère... Voilà, maintenant, parce que le drame, c'est que... En fait, Azdin Kelfi, on a un peu le sentiment que les ministres ont peur d'aller dans ce type de projet à cause de ce qui est arrivé à Khalida Toumi. Ils ont tous peur d'aller en prison. Voilà. Voilà. Moi, je crois que c'est exactement. Personne ne peut prendre. Personne ne sait rien. À l'heure actuelle, personne ne peut prendre vraiment des décisions courageuses. Mais je crois... Enfin, c'est même pas du courage, parce qu'en fait, c'est une continuité. Le gouvernement a validé, en fait, oui. Le ministre est couvert. Mais c'est un système de gouvernance. Moi, je trouve que tout le monde se protège, tu vois. Il faut du courage pour ça. Parce que... il faut un Aziz Drouaz, comme aux Jeux méditerranéens. Aziz Drouaz, mais il lui faut aussi des garanties plus haut pour qu'il puisse foncer. Lui, il les a eu. Voilà. Les a eu. Réunion du 6 avril à la présidence. Oui. Couvert par mais nous, c'est qu'on souhaite, c'est ça. Parce que si on répète les mêmes échecs, maintenant, on sait qu'il y a un fonds pour le madrasa. On sait qu'il y a un fonds maintenant. Et le problème, on va faire un avis d'appel d'offres. Et on va voir les mêmes bureaux d'études qui ont eu des échecs sur les mêmes monuments, parce qu'il n'y a pas 10 000, il y a 2 ou 3 bureaux d'études qui sont connus. On ne peut pas avoir d'expertise étrangère. C'est-à-dire, on va faire les mêmes erreurs. On va donner ce budget, il y a un appel d'offres, et on va faire les mêmes erreurs, et on va patauger. Et dans 3 ans, on va dire, voilà, ça n'a pas marché, etc. etc. Mais on a l'exemple géant de la restauration de la Casbah. Oui.
Voilà. d'Alger. Mon Ça, avis, ça, ça. si on n'innove pas, parce que si l'association a présenté le projet, il a été accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui permet maintenant à la société civile de présenter des projets, être partenaire avec les institutions de l'État. C'est pour ça qu'on a profité de présenter ce projet et d'autres projets, et qui ont été soutenus aussi par le gouvernement aussi. On en profite pour parler du projet des Trois Vallées. Oui, c'est ça. Voilà. Et pour dire d'autres projets, dont le plus important, c'est un projet de parc culturel, ce qu'on appelait parc culturel des oasis de montagne de l'Aurès. Voilà. L'oasis de montagne, c'est la particularité, c'est qu'il y a effectivement les trois vallées qui sont Oued l'Abyad, Oued Oued Abdi au et milieu. Oued el-Kantara. Et Oued el-Kantara. À l'est. Alors, ce parc, il est étalé sur 3200 km quand même. C'est assez important. Le premier parc culturel au nord de l'Algérie. Alors, ceux qui connaissent, c'est le parc du Sahara, du Tassili, du Hogar. Mais le premier parc culturel en Algérie. Et l'intérêt de ce Au parc, nord de l'Algérie. au nord d'Algérie, Oui. pardon. Et l'importance de ce parc, c'est quoi? C'est la sauvegarde de la biodiversité de toute sa région. Et la sauvegarde du patrimoine architecturel de cette région. Les gens ne savent pas qu'il y a encore des villages intacts dans les Aurès. Les gens ne savent pas qu'il y a des greniers collectifs dans cette région et qui sont uniques. Il y a quelques-uns au Maroc, effectivement, dans le Rif marocain, mais la particularité, l'importance scientifique de ces villages, elle est extraordinaire. C'est-à-dire, ça peut être au niveau de la coopération universitaire, parce qu'on a fait un atelier, ça fait 4 ans, le premier atelier sur l'architecture bâtie de l'Aurès, où on a travaillé avec des universités de Barcelone, l'université de Cagliari en Italie, et bien sûr l'université de Biskra, de Batna, où il y a eu une trentaine de doctorants qui ont travaillé durant 15 jours sur cette région. Tu vois. C'est extraordinaire, c'est-à-dire Et ce projet, il a des chances d'être retenu? Alors, la chose la plus importante, on a des assurances par le ministère, c'est une bonne chose, il nous dit que c'est des procédures, effectivement, parce qu'il y a eu un communiqué du chef de gouvernement de Jrad, il y a un communiqué de la création du parc culturel, et il y a un deuxième communiqué de la démilitation de ce parc culturel. 3200 Et ça a été kilomètres fait, carrés. voilà. Et maintenant, juste après le départ, ils disent qu'il y a de nouvelles procédures, il faut que ce dossier passe encore par le gouvernement, etc. Et on a des assurances, et on compte beaucoup sur la ministère de la Culture pour faire aboutir ce projet incessamment. Pour avoir traversé cette région encore tout récemment, effectivement, il y a le potentiel très, très, très évident d'un parc. Il faudra protéger le patrimoine culturel Culturel qui est unique. Qui est unique. Il est complètement, tout à fait unique. Parce que, Voilà. juste, je dis un mot à l'indépendance, c'est que on parle beaucoup plus de sites romains. Parce qu'on sauvegarde, on a maintenu une certaine politique coloniale, qu'on le veuille ou non. Je suis désolé pour nos universitaires et tout ça, mais ce qui a été fait, parce qu'ils ont été formés sur ces sites-là, et on a oublié tout le patrimoine authentique, comme la vallée du Mzab, comme la vallée du Mzab, et les villages aurassiens ont la même importance que la vallée du Mzab. Tout à fait. Les gens ne savent pas, je donne une information qui a été importante. Ravero, celui qui a fait la préservation de la vallée du Mzab, qui est André Ravero. André Ravero, qui a fait un travail extraordinaire pour la vallée du Mzab. On a trouvé un courrier demandant au ministère de la Culture de l'époque, en 70, avant le Mzab, de faire la même chose pour classer patrimoine mondial les vallées de l'Aurès. Regardez, on a perdu presque 50 ans. 50 ans pour que maintenant on arrive à classer, et malheureusement 50 ans, il y a eu beaucoup de déperditions, on a perdu beaucoup de choses, mais il vaut mieux qu'on arrête dès maintenant, c'est-à-dire le massacre de ce patrimoine, et intervenir le plus tôt possible pour essayer de sauvegarder ce qui reste. On reviendra sur le sujet, Zingelfi, parce que c'est un sujet extrêmement important.
On reviendra dessus. Vous avez noté, donc le rendez-vous pour... Alors, le le rendez-vous, rendez-vous, c'est le 1er octobre. le rendez-vous important, festif. Festif, c'est le 1er octobre. Autour du populaire, monument. Autour du monument. C'est Voilà. le 1er octobre. Avec le marathon de Madrasa. Al-Madrasen. Alors, on invite, même si vous avez commencé votre... vous êtes nouveau dans la course à pied, il y a la distance du Fils 10, de 13 km. Alors, c'est une descente, à mon avis. Elle n'est pas très difficile. Alors, je vous encourage de venir participer en masse. D'une part, découvrir la région, et d'autre part, découvrir ce monument et l'importance de ce monument dans l'histoire d'Algérie. Azzedine Guelfi, merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté donc, cette édition sa 12e édition du marathon de Madrasan et tout ce qui tourne autour du monument. Nous donnons rendez-vous à nos amis auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous à d'autres formats de Radio M. Vous savez que vous pouvez suivre nos contenus sur maghrebemergent.net ou sur radio-m.net. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et à très bientôt.